Merci de nous accueillir ici à la Cour constitutionnelle à Rabat, dans votre bureau, en vue donc de discuter de la Constitution, de notre Constitution, ainsi que des différents enjeux constitutionnels que traverse notre pays. Alors, Monsieur Ben Abdallah, vous avez consacré votre carrière au droit public notamment, et votre nomination à la tête de la Cour constitutionnelle en 2023 consacre un parcours enrichi ainsi qu'engagé. Pourriez-vous, avant d'entrer dans le sujet, nous parler brièvement et succinctement de votre parcours et de ce qui vous a mené à cette fonction, aujourd'hui. Merci, d'abord je voudrais vous remercier, d'avoir, témoigné, une, importance à la constitutionnelle et je vous remercie également de l'intérêt que vous lui portez en faisant ce reportage, pour, les étudiants et pour tous ceux qui, suivent, ce reportage. Alors, votre question est un petit peu embarrassante parce que vous allez m'obliger à parler de moi. Et il est très très difficile de parler de soi. Mais je vais vous dire très brièvement, puisque vous me le demandez, quel a été mon parcours. Alors mon parcours, c'est un parcours, de tout Marocain qui a fait ses études au Maroc. J'ai fait, mes études, au Maroc, ici, bien sûr, j'ai fait mon baccalauréat à Rabat, au lycée Moulay Youssef qui est tout près de la Cour et c'est un grand plaisir pour moi. Quand je sors de la cour, je vois devant moi le lycée Moulay Youssef, là où j'ai eu mon baccalauréat. Donc, c'est une espèce, de sentiment très intime, que je ressens presque quotidiennement, heu, quand je viens à la cour et quand je sors de là. Et j'ai fait mes études à la faculté de droit de Rabat, puis, mes études en licence et en DES, diplôme d'études supérieures et par la suite, j'ai présenté une thèse. J'ai choisi de le faire à Paris 2 parce que j'ai fait la connaissance de plusieurs professeurs qui étaient venus nous enseigner à la faculté de droit dans le cadre de la coopération avec les universités de France et j'ai eu le plaisir de connaître un professeur qui est décédé il y a 3 ans. L'occasion de lui rendre hommage, hommage à sa mémoire, monsieur Jacques Moreau, qui m'a encadré pour, ma thèse de doctorat que j'ai faite à Paris 2. C'est déjà en 1985. Donc, cette année, ça fera 40 ans. 40 ans que j'ai soutenu ma thèse en France et puis par la suite, plutôt, parallèlement à cela, j'avais commencé à enseigner à l'École nationale d'administration publique qui est l'ENAP, qui était l'ENAP et qui est aujourd'hui l'ENSA et également à la faculté de droit et différentes facultés de Rabat et puis, j'ai eu, l'occasion d'exercer certaines fonctions de responsabilité comme directeur de cabinet auprès d'un ministre et puis, conseiller juridique au secrétariat général du gouvernement, où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup auprès de mes collègues, là-bas. Par la suite, j'ai été nommé membre du Conseil constitutionnel, qui est l'ancêtre de la Cour, où nous sommes aujourd'hui. J'ai eu un mandat de 9 ans. Et puis, le jour même où mon mandat s'est achevé, Sa Majesté m'a fait l'honneur de me nommer membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, où j'ai exercé pendant 7 ans jusqu'à, ma nomination ici en décembre, ou plutôt le 30 novembre très exactement, 2023, par Sa Majesté comme, président de la Cour constitutionnelle que je retrouve avec grand plaisir parce que c'est une maison que je connais très, très bien. Ayant exercé pendant 9 ans, et puis, j'ai retrouvé, certains de mes collègues qui étaient avec moi au conseil et que je retrouvais maintenant dans mon équipe. Donc merci pour cette présentation. Je tiens également à rappeler donc que vous êtes professeur, de droit constitutionnel, à la faculté gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Donc comme vous venez justement de le mentionner, vous êtes président actuellement de la Cour constitutionnelle. Comment expliqueriez-vous à un citoyen ordinaire en quoi consiste, concrètement ce rôle de président de la Cour constitutionnelle? D'abord, vous avez tout de suite, dit que j'étais encore professeur. Effectivement, il faudrait que je vous dise une chose, c'est que en assumant ces postes de responsabilité comme membre, conseil constitutionnel, puis membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et même avant comme,
conseiller juridique au secrétariat général du gouvernement et actuellement, je n'ai jamais arrêté un seul de mes cours. J'ai toujours trouvé plaisir à faire cours et je considère que cela, pour moi, constitue, c'est pas une fonction ou un métier, mais c'est un art de vivre. Un art, c'est mon art de vivre, de donner des cours et de faire des cours. Je suis très enchanté de voir des étudiants apprendre auprès de moi et très enchanté d'apprendre auprès d'eux par les questions qu'ils me posent et les observations qu'ils font. Bon, je reviens à votre question. La question que vous me posez comme président, ben, comme tout président d'institution, il a une responsabilité qui est extrêmement importante. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui le pilote de l'institution. Et le rôle du président, d'un bon président, consiste à exercer une fonction de direction sans en avoir l'air. C'est-à-dire sans embarrasser les membres qui sont avec lui et qui sont ses collègues. Donc, chaque collègue, surtout ici dans cette institution, parce que chaque collègue n'est pas soumis à une hiérarchie. Je suis président, mais je ne peux pas donner d'ordre aux membres. Je ne peux pas les orienter. Je peux discuter avec eux pour l'étude d'un dossier et échanger avec eux, mais jamais leur dire voilà dans quel sens il faut aller. Vous voyez? Donc, mon rôle de président, c'est un rôle qui est juridictionnel et administratif. Juridictionnel en ce sens que je préside les réunions de délibération, donc je dirige les débats, mais sans imposer mon point de vue. J'ai un point de vue qui est celui de tout membre. Nous sommes 12, j'ai une voix. Et ma voix ne peut compter double que lors d'une troisième session ou lors d'un troisième tour de discussion, lorsqu'on ne parvient pas à une solution qui est admise par tout le monde, en cas de vote à égalité, la voix du président est prépondérante. C'est-à-dire qu'elle va avantager les 6 qui ont voté dans un sens ou dans un autre. Donc le rôle du président, c'est un rôle que je pourrais dire qui est extrêmement délicat. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à fait au départ, c'est-à-dire qu'il doit diriger sans en avoir l'air, sans embarrasser, sans bousculer, tout en respectant le point de vue des autres, en inspirant certaines solutions, en inspirant certaines orientations, sans plus. Donc, vous avez justement tout à l'heure mentionné que la Cour constitutionnelle était anciennement nommée le Conseil constitutionnel Oui. et a donc été réformé à travers la réforme de la Constitution de 2011. Mhm. Cette réforme a également renforcé les prérogatives et le rôle de la Cour constitutionnelle. Est-ce que aujourd'hui, 2 ans après cette réforme, vous pensez que la Cour constitutionnelle a pleinement investi son rôle de garant des droits et libertés? Oui, le rôle du Conseil constitutionnel anciennement, c'est celui de la Cour constitutionnelle actuelle. Le Conseil constitutionnel est institué en 1992, très exactement en 94, parce que la Constitution l'a prévu en 92, et ce n'est qu'en 94 que Sa Majesté Hassan II, rahimahullah, avait nommé le premier Conseil constitutionnel. C'est les mêmes attributions jusqu'à aujourd'hui, sauf que la Constitution de 2011 a prévu, dans un article qui est l'article 133, ce que l'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Alors, ça, c'est la seule attribution nouvelle qui a été attribuée à la Cour constitutionnelle par rapport au Conseil constitutionnel. Il y a une autre attribution, c'est l'article 55 qui prévoit que lorsque le Maroc signe un engagement international, l'une des 6 autorités qui sont désignées par la Constitution, qui sont spécifiées par la Constitution, peuvent saisir la Cour constitutionnelle s'ils estiment qu'il y a une clause dans cet engagement qui est contraire à la Constitution. Et à ce moment-là, elle ne peut avoir lieu que par une réforme de la Constitution, la ratification d'un engagement international. Ce sont les 2 seules attributions qui ont été ajoutées à la Cour constitutionnelle par rapport aux compétences du Conseil constitutionnel. Bon, justement, parmi ces 2 attributions, vous avez parlé donc du recours d'inconstitutionnalité qui est disposé par l'article 133. Oui. À l'heure actuelle, ce recours est assez peu utilisé. À titre d'exemple, ces 30 dernières années, il y a eu
26, recours d'inconstitutionnalité. Alors, attendez, mais ce dont vous parlez, je pense, c'est le contrôle de constitutionnalité. Exact. Alors, je vais me permettre de corriger. Vous avez dit 26, non, en fait, il y a eu, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'institution du Conseil constitutionnel jusqu'à l'heure où je vous parle, le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle n'ont été saisis que 23 fois. 23 fois sur 30 ans. Je trouve que c'est trop peu et n'importe quel observateur trouverait que c'est trop peu. Bah, pourquoi? Ben parce que, tout simplement, vous savez, le contrôle de constitutionnalité, c'est une culture juridique, c'est une culture constitutionnelle, c'est une culture, c'est un nouveau mode de comportement avec la loi. Donc, il faut donner le temps au temps, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aussitôt qu'on a prévu dans la Constitution qu'il y a un contrôle de constitutionnalité des lois, prévoir que dès le lendemain, on va avoir une file d'attente devant la Cour pour que l'on contrôle ces lois. Non, il faut attendre il faut que les acteurs politiques soient convaincus de l'idée que le recours au Conseil constitutionnel, au juge constitutionnel, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le recours à une cour ordinaire. Ce n'est pas venir trancher un litige que de venir au Conseil constitutionnel ou à la Cour constitutionnelle. C'est plutôt chercher à ce que la loi qui est en discussion soit conforme à la Constitution ou ne lui soit pas contraire. Donc, parmi ces 23 cas et les autres affaires, je suis à citer la Cour. Est-ce que vous pourriez nous citer un exemple qui a donné lieu, par exemple, à un arrêt de principe ou un exemple intéressant? Ah, bah, il y en a plusieurs, il y a plusieurs. Fort heureusement, avec même très peu de saisines, le Conseil et la Cour ont eu l'occasion de faire prévaloir des principes qui sont des principes constitutionnels. Je ne vais pas vous les citer un à un, mais je pourrais vous dire, par exemple, la question de la présomption d'innocence. Hein, elle a été considérée par le Conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle, alors qu'il n'était pas, à l'époque, cité dans la Constitution. La Constitution cite maintenant la présomption d'innocence. Vous avez la question de la parité entre les hommes et les femmes, qui a été prévue par la Constitution de 2011. Et le Conseil a rendu 5 ou 6 décisions qui traitent de la question, parce que ce sont des cas qui se sont présentés un à un devant la Cour, et à chaque occasion, la Cour avait son mot à dire pour expliquer ce qu'elle entendait par la parité. La question, par exemple, de ce qu'on appelle le cavalier budgétaire, hein, en matière de doctrine constitutionnelle, c'est-à-dire que lorsque le législateur veut insérer dans une loi une disposition qui normalement doit être dans une autre loi. Vous voyez, on a la loi de finances le jour où la loi prévoyait la question du contrôle de l'excès de vitesse par radar. On l'avait introduit dans la loi de finances et le Conseil constitutionnel avait estimé que cette mesure ne pouvait pas figurer dans la loi de finances, mais elle devait figurer dans une loi qui est en relation directe avec le code de la route. Voilà, il ne s'agit pas de donner une liste exhaustive de toutes les décisions qui vont dans le sens de votre question, mais uniquement de donner des exemples. Voilà. Et justement, sur cette même question du très faible nombre, comme vous l'avez dit, de contrôle de la constitutionnalité, les recours en inconstitutionnalité effectués par les citoyens sont également très faibles, voire quasi inexistants. Non, ils ne sont pas prévus par la Constitution. Le citoyen ne peut venir à la Cour constitutionnelle que dans le cadre de l'article 133, qui est l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire que lorsque un individu, un citoyen, se trouve devant une juridiction et qu'on va lui appliquer une loi, et qu'il estime que cette loi touche à une liberté ou à un droit qui lui est garanti par la Constitution, il invoque l'inconstitutionnalité, et à ce moment-là, la saisine aura été faite à l'initiative de citoyens. Sinon, non. Dans aucun pays, le citoyen ne peut aller attaquer une loi comme ça, uniquement parce qu'il estime qu'elle est inconstitutionnelle. Le jour où il en est concerné, à ce moment-là, il peut en invoquer l'inconstitutionnalité, mais uniquement pour ce qui concerne
les libertés et les droits qui sont garantis par la Constitution, pas pour autre chose. L'exception d'inconstitutionnalité n'est pas encore en vigueur au Maroc. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un faible nombre de saisines ou un excès de nombre de saisines, puisqu'elle n'existe pas. Ce dont on peut parler, c'est uniquement les saisines par les autorités qui sont désignées par la Constitution, à savoir les 6 autorités qui sont les autorités et qui sont concernées par l'élaboration de la loi. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez la Constitution, c'est l'occasion de le dire, la Constitution prévoit que ça peut être le roi, ça peut être le chef du gouvernement, ça peut être le président de la Chambre des représentants, ça peut être le président de la Chambre des conseillers, ça peut être les 3/5 des membres de la Chambre des représentants ou 40 membres de la Chambre des conseillers. Voilà. Ceux-là, lorsqu'ils sont concernés par l'adoption de la loi, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Parfait. Ou la Cour constitutionnelle. Pour moi, Conseil ou Cour, c'est la même chose. Ce n'est pas un lapsus, mais c'est la même chose. On l'appelle maintenant Cour. Pourquoi? Parce que le Constituant a estimé qu'à partir du moment où elle va traiter de l'exception d'inconstitutionnalité et que les citoyens, les justiciables viendront devant la Cour en s'appuyant sur leur conseil, les avocats, donc on va être dans le cadre d'une cour. C'est pour ça qu'on l'a appelé cour. C'est les mêmes compétences que le français. Donc, ces autorités-là ne viennent que jusqu'à aujourd'hui, ne viennent pas aussi souvent que peut-être ça devrait être au Conseil constitutionnel, mais vous savez qu'une loi, elle peut faire l'objet de discussions d'ordre politique, d'opportunité, d'intérêt général, etc. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer sur ce plan. Il n'y a pas lieu d'apporter un jugement qui pourrait être précipité, dire qu'il n'y a pas de recours, il n'y a pas de saisine. Mais moi, je pense qu'il faut donner un peu de temps pour que cette culture de la saisine de la Cour constitutionnelle devienne quelque chose de normal, de spontané, et qu'elle soit considérée comme un acte de purification de la loi et non pas comme un acte qui est contre l'auteur de la loi. Enfin, sur cette question donc de la saisine, est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent de mettre en place au Maroc un mécanisme d'autosaisine de la Cour constitutionnelle, comme ça peut être le cas dans d'autres pays? Je ne pense pas que ça existe dans d'autres pays aussi facilement. L'autosaisine ne peut pas se faire par la Cour constitutionnelle de son propre chef. Mais elle peut s'autosaisir à propos d'une disposition qui n'a pas été critiquée par le saisissant. Par exemple, on va supposer la chose suivante. Supposons qu'une loi ait été votée devant le Parlement. Elle a été votée par les 2 chambres. Et que les saisissants la critiquent sur 2 ou 3 points. Eh bien, la Cour peut étendre son contrôle même sur les points qui n'ont pas été soulevés. On peut à ce moment-là parler, si vous voulez, d'une autosaisine, mais entre guillemets. Ça, ce n'est pas une autosaisine. Non, elle relève d'office une inconstitution. Quand vous cherchez quelque chose, par exemple, un ordinateur, vous mettez le curseur et vous dites je veux corriger certaines fautes ou remplacer certains termes, eh bien, vous les remplacez intégralement. Vous n'allez pas uniquement vers un seul ou 2. Voilà, la même chose. Mais s'autosaisir comme ça, c'est-à-dire une loi, elle est votée, et que la Cour va dire, il y a une inconstitutionnalité quelque part, je vais dire que je vais la contrôler. Non, ce n'est pas possible. Et puis, même la Constitution ne pourrait pas le prévoir, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'elle fasse passer devant elle toutes les lois. Mais ce n'est pas possible. Vous voyez, je ne vais pas vous corriger, mais je ne pense pas qu'il existe certains pays où la Cour puisse se saisir comme ça de son propre chef, sans qu'on le lui demande. Vous savez, la Cour, je l'ai toujours dit, je crois que si vous avez été mon étudiant, je pense vous l'avoir dit, une Cour, elle est comme une lampe. On ne peut lui reprocher de ne pas éclairer que si le contact a été mis.
tant qu'on n'a pas actionné l'interrupteur, on ne peut pas dire pourquoi elle n'éclaire pas. Vous voyez? Alors, l'autosaisine, je ne pense pas que ça serait une bonne chose du tout, parce que elle va devenir un petit peu d'ordre politique. Vous voyez? Peut-être que la Cour, à ce moment-là, se saisirait d'une décision, d'un acte législatif, et qu'elle fermerait les yeux sur un autre. Vous voyez? Très bien. Et à présent, on souhaite aborder des questions d'ordre un peu plus jurisprudentiel, Oui, centrées notamment sur la lecture de la Constitution. oui. Est-ce que vous pensez que le rôle du juge constitutionnel doit, entre guillemets, se limiter à simplement faire respecter la Constitution, ou est-ce qu'il peut également jouer un rôle moteur dans l'évolution des normes sociétales, notamment à travers ses interprétations? Votre question est excellente. Pourquoi? Parce que le rôle du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, je vais dire du juge constitutionnel, n'est pas de dire oui, cette loi est constitutionnelle ou cette loi est inconstitutionnelle. Même s'il dit elle est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est conforme à il doit l'expliquer. Il doit expliquer pourquoi. Et c'est là qu'il joue un rôle moteur dans l'évolution de la société. Parce que vous avez une loi, par exemple, que les citoyens estiment touchant à leur liberté, touchant à leurs droits, elle est inconstitutionnelle ou qu'elle n'a pas été adoptée selon les normes, etc. Eh bien, le juge se doit de l'expliquer. Il doit leur dire, pas en s'adressant à eux, mais en disant, elle est constitutionnelle, voici pourquoi. Parce que la Constitution prévoit telle chose, parce qu'il y a tel principe constitutionnel qui ne sont pas cités dans la Constitution, mais qui ont une valeur constitutionnelle. Et il y a certains principes qui sont conformes à l'esprit de la Constitution, parce que le juge ne va pas toujours prendre une disposition précise, mais il doit prendre la disposition précise, certes, avec l'esprit de la Constitution. Et une Constitution se lit de son préambule jusqu'au dernier article. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut dire, que l'on peut sortir ou que l'on peut comprendre la quintessence d'un article. Il faut le contextualiser, il faut le mettre dans son contexte pour le comprendre et l'expliquer au lecteur de la décision. Chaque décision doit être un cours de droit constitutionnel pour les lecteurs. Donc justement, vous avez parlé donc de l'esprit de la Constitution, qui est entre autres déterminé et expliqué par la Cour constitutionnelle, Oui. que son rôle d'interpréter les articles. À l'heure actuelle, la constitutionnalité d'une loi, en raison de l'incompatibilité avec la loi islamique, dépend de l'interprétation que fait la Cour constitutionnelle de l'article 3. Et il dispose que l'islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice de ses cultes. Oui. Est-ce qu'elle estime que toute loi inconforme à la loi islamique serait d'office inconforme à la Constitution du fait de cet article? Oui, vous savez que le garant de tout ce qui est islamique, c'est dans la Constitution, c'est Sa Majesté le Roi. Il est Amir al-Mouminin et il est chef d'État. D'ailleurs, la Constitution parle bien de deux aspects, le pouvoir spirituel du roi et le pouvoir temporel du roi. Et vous avez le Conseil des Oulémas, le Conseil supérieur des Oulémas, qui est présidé par le roi. Dès lors qu'il y a une question qui touche à la religion, le Conseil constitutionnel ne va pas interpréter ça. Il va bien sûr se conformer à ce qui est courant, et dans le cas où il y aurait difficulté, il ne peut prendre en considération que ce qui a été prononcé par le Conseil des Oulémas sur ordre de Sa Majesté. Parce que tout ce qui est musulman, tout ce qui est islamique, nous avons au sein de la Cour, vous savez que les membres qui sont désignés, parmi eux, il y a un membre qui est proposé à la nomination par Sa Majesté par le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas. Vous voyez? Donc, il n'est pas là parce qu'il ne peut pas, c'est pas parce que les autres ne sont pas aussi musulmans que lui ou ne sont pas aussi soucieux du respect des règles islamiques que lui. Mais il y a quand même un représentant ou quelqu'un qui a été proposé par le secrétaire général de ce conseil et nommé par Sa Majesté qui peut dire, attention, cette question qui touche, je ne sais pas moi, n'importe quelle question en relation, le Conseil des Oulémas a dit telle chose, et mais la Cour constitutionnelle ne peut pas s'immiscer dans ce qui ne la regarde pas. Tout ce qui relève de l'islam
c'est Amir al-Mouminin à la tête du Conseil des oulémas. Donc ça relève pas des compétences de la Cour. Le Conseil constitutionnel ne peut pas dire que quelque chose est conforme à l'islam ou non conforme à l'islam. Mais il peut le faire à la lumière de ce qui a été dit par le Conseil des oulémas et de ce qui a été soutenu par Amir al-Mouminin. Cela dit, sur les choses courantes, hein, si par exemple une loi venait par démence du législateur dire que on va continuer à vivre normalement pendant le Ramadan, ou on va interdire aux gens d'aller au Hajj ou de faire la Umrah ou la, on va lui dire non mais ça c'est courant. Il y a des choses indiscutables. Mais les choses qui sont, par exemple, la question d'héritage ou la question de ce qui se pose actuellement à la Moudawana, eh ben, la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer. Cela relève de l'autorité suprême en la matière qui est Amir al-Mouminin. Exactement. Donc sur notre volet, toujours, au niveau des décisions de la Cour constitutionnelle, est-ce que vous pensez qu'il existe à l'heure actuelle un risque de politisation des décisions de la Cour? Il ne devrait pas. Non, non, on ne devrait pas. La composition de la Cour, elle comprend 6 membres qui sont nommés par Sa Majesté, par le roi, et 6 membres qui sont élus par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, moitié-moitié. Donc, fort possible qu'on puisse penser que, étant donné qu'ils ont été élus et qu'ils ont été présentés par un parti, ils vont se sentir redevables. Non, ils ne devraient pas. Une fois qu'ils entrent dans cette maison, dans cette noble maison, ils doivent oublier leur appartenance politique. Et c'est là que peut apparaître le talent et la sincérité d'un juge. C'est-à-dire ne pas être politisé, ne pas dire que parce que mon parti ou le parti qui m'a mis ici, qui m'a proposé, qui m'a présenté pour être élu, c'est quelqu'un, c'est une loi qu'il a présentée et que je dois la défendre. Non, il doit oublier. Il ne doit pas. Ça, c'est le juge. Parce que vous savez, dans la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle, la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, on parle de plusieurs obligations pour le juge. Moi, je considère que toutes ces obligations pourraient même pas ne pas figurer. Parce qu'un juge ne peut être véritablement juge que s'il le désire lui-même. Ce n'est pas parce que c'est la loi, parce que l'impartialité, c'est normal. Un juge qui serait partial, par nature, ce n'est pas un juge. Ouais, vous voyez, il ne peut pas être partial. Un juge qui n'est pas sincère, un juge qui ne connaît pas la question sur laquelle il va se prononcer, ou qui ne la comprend pas, qui ne va pas chercher à s'informer ici et là, à aller ouvrir des ouvrages, à aller demander à des experts, à aller, etc. Ouais, ce n'est pas un juge. Donc, la question de la politisation, à mon avis, doit être exclue et tout juge qui considère qu'il a une espèce de nostalgie pour un parti politique, voilà, il devrait m'exclure, démissionner. S'il pense qu'il n'arrive pas à se défaire de son appartenance politique. Donc, passons maintenant à un autre aspect important de notre société contemporaine. Intelligence artificielle, environnement, coopération sud-sud sont autant de facteurs que la Cour constitutionnelle doit prendre en compte pour envisager l'avenir de la justice constitutionnelle. À ce titre, de nombreuses juridictions partout dans le monde utilisent et ont intégré les outils numériques dans leur travail. Est-ce que, à l'heure actuelle, la Cour constitutionnelle marocaine a intégré ce type d'outils, ou notamment l'intelligence artificielle? Très important, votre question. Vous savez, au moment où nous sommes en train de parler, il y a une équipe qui s'attelle à cette tâche, c'est-à-dire la numérisation, la digitalisation et le recours ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, alors que l'intelligence artificielle est devenue quelque chose de courant. Ça me rappelle le jour où le téléphone est apparu. Ça me rappelle le jour où la télévision est apparue. On ne peut pas ignorer
ces nouvelles méthodes. On doit s'adapter et on doit les utiliser. Et maintenant, la Cour, bien sûr, bah, elle ne peut pas travailler, ou un membre maintenant, un rapporteur, ne peut pas travailler sur un dossier sans recourir à l'intelligence artificielle et sans recourir à ce qui se trouve sur Internet et ce qu'ils peuvent trouver. Alors autrefois, on allait trouver des ouvrages, mais maintenant, vous avez la communication, vous avez l'information qui est à portée de votre main. Donc, vous ne pouvez pas l'ignorer. Bien au contraire, nous sommes inondés d'informations. Il faut savoir quelle information prendre. Donc, le recours à l'intelligence artificielle et le recours au numérique, c'est quelque chose d'incontournable. D'incontournable. Ne pas y recourir, c'est vivre en dehors de son temps, mais dans le passé et non pas dans le futur. Exactement. Et du coup, concernant le recours au numérique, il convient de rappeler que la digitalisation peut parfois poser certains défis en termes de droits et libertés. Oui. Comment la Cour s'adapte-t-elle Comment les défis les défis en termes de droits et libertés, par exemple, notamment liés à la protection des données? Comment la Oui. Cour s'adapte-t-elle pour faire face à ces défis? Ben, vous savez, depuis que maintenant euh, il y a cette utilisation de l'informatique, la protection des données personnelles est devenue quelque chose d'obligatoire, d'impératif. Et nous avons justement une institution qui est chargée de cela au Maroc. Et il y a même une loi sur la protection des données personnelles. Alors bien sûr, la Cour constitutionnelle, tout autant que n'importe quelle autre institution, est soumise à l'obligation de garder dans le secret tout ce qui est en rapport avec les personnes qui ont recours à la Cour ou qui sont en relation avec la Cour. Par exemple, jamais on ne peut révéler certaines choses qui sont une espèce qui ont une relation avec l'identité ou avec la vie privée des justiciables ou des requérants. Donc, nous sommes soumis, comme toute autre institution, à la protection des données. Moi, je pense que c'est un problème qui ne devrait pas se poser parce que, tout simplement, c'est prévu dans la loi. La loi interdit de révéler quoi que ce soit qui soit en relation avec les données personnelles. Ouais, exactement. Et par la suite, donc concernant cette fois-ci la collaboration doctrinale, est-ce que le Maroc entretient des relations de coopération avec d'autres cours ou juridictions Oui, constitutionnelles en Afrique notamment? Et oui, si oui, comment cela influence le travail de la Cour? oui, bien sûr. Vous savez, maintenant, il y a 193 États à travers le monde qui sont reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Et parmi ces 193, il y a au moins 120 ou 150 qui ont des cours constitutionnels ou des institutions analogues. On ne peut pas travailler en vase clos. Vous voyez? Maintenant, nous avons, au sein de cette cour, depuis que Sa Majesté m'a fait l'honneur de me nommer à la tête de la cour, ben, j'ai dû signer 4 ou 5 conventions de coopération. Même la deuxième semaine de ma nomination, j'avais reçu les autorités chargées de la coopération au niveau de l'Union européenne, notamment Madame l'ambassadrice, et puis on a mis en place un programme de coopération qui permet non pas de former ou de recycler, mais d'échanger avec les membres, d'échanger avec la Cour. Demain, nous allons recevoir 2 experts, une experte de la Belgique et une experte de France, qui vont nous entretenir des expériences de leur pays en matière de rédaction des décisions, et nous allons procéder à un échange avec ces experts entre les membres et eux. Donc, et nous avons des conventions de coopération avec des pays africains. Je vais vous en citer. Nous avons avec l'Égypte, avec le Togo, avec Djibouti, avec la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce que j'ai en tête jusque-là. Nous, 4 ou 5, nous avons signé. Et ce sont
des actes de coopération qui vont se concrétiser par des échanges. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et puis, on ne peut pas travailler aujourd'hui en vase clos. Il faut toujours savoir ce qu'ont fait les autres pour que l'on puisse éviter les erreurs et s'inspirer de tout ce qui est positif. Exactement. Et enfin, donc dernière question, si il devait avoir lieu, une réforme constitutionnelle au Maroc les prochaines années, selon vous, quelles seraient les principales pistes de révision constitutionnelle? Vous savez, je ne suis pas à même de répondre à cette question. Vous voyez, une réforme constitutionnelle s'impose ou peut être inspirée lorsqu'on remarque qu'il y a certaines dispositions qui doivent être enrichies ou certaines dispositions qui doivent être revues. Ceux qui peuvent voir ça, ben, ce sont les autorités. Voilà. Par exemple, vous savez que la modification, la révision de la Constitution relève, d'après l'article 174, 173 et 174 de Sa Majesté, des parlementaires et du chef du gouvernement qui doit la discuter au Conseil des ministres. Ce sont les politiques. Moi, en tant que juge, mon opinion doit rester mon opinion. Vous voyez, mais je n'ai pas à voir, je ne devrais pas, hein, et je pense un juge ne devrait pas dire quelles sont les réformes constitutionnelles qui doivent être faites. Les réformes constitutionnelles relèvent des autorités qui sont chargées de cela. Mais vous avez peut-être les partis politiques qui peuvent faire des référendums et dire, voilà, il faudrait changer ceci, nous proposons de changer cela. Mais je pense qu'un juge doit plutôt respecter sa fonction et ne pas être politique. Vous avez parlé de juge politique. Dès qu'il doit dire qu'il faut changer ceci ou cela, il commence à avoir un rôle politique. Il doit s'en éloigner. Mmh. Exactement. Bien écoutez, merci. On arrive à la quasi fin, de cet entretien. Auriez-vous, avant de conclure, un dernier mot à adresser aux citoyens marocains, sur leur rapport à la Constitution? Ah, pour le rapport à la Constitution, c'est très important. Moi, je pense, alors là, ce ne sera pas une opinion politique que je vais dire. Moi, j'aurais souhaité que la Constitution soit enseignée aux élèves dès l'école primaire, par commencer, par certaines choses, pour ce qui concerne les droits de l'enfant, par exemple, pour ce qui concerne leurs droits, pour leur dire, vous savez, une Constitution, ce sont comme des règles du jeu, pour commencer. Et une fois qu'ils sont au lycée, au collège et au lycée, ils doivent commencer à la lire et à la comprendre. Et s'ils vont à l'université, pas spécialement ou pas nécessairement université où on enseigne le droit, même les médecins, même ceux qui étudient la pharmacie, les architectes, tout le monde doit connaître la constitution de son pays. Parce que c'est le contrat, c'est le pacte, c'est la charte nationale, c'est le pacte qui nous lie, c'est un pacte social. Donc on doit savoir ce dont il s'agit pour savoir, il faut comprendre la constitution, il faut connaître la Constitution. Et puis, il faut s'investir. Et la meilleure manière de s'investir pour la prospérité de son pays, c'est d'abord de connaître tous les textes qui le régissent. Et au sommet de toute la pyramide, c'est la Constitution. Eh bien, écoutez, merci infiniment, monsieur Ben Abdallah, pour cet échange très enrichissant. Ce fut un plaisir et on se dit au revoir à une autre fois peut-être. Merci beaucoup, Adam.